Allô, allô, allô psy. Bonjour. Ben, je suis là. Bonjour Rachidat. Bonjour chers tous et chères toutes. Ça fait plaisir de vous avoir ce matin, c'est Brédé Ali Bonon. Le plaisir est partagé absolument. Et comme je l'ai annoncé, on va parler de pardon, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est ça. Et des rituels liés au pardon. Oui. Utilité pour la victime et l'auteur. C'est ça. Grosse interrogation si c'est utile, n'est-ce pas? Tout à fait, parce qu'on remarque que dans des entretiens psychologiques, il y a des personnes qui sont plus ou moins bloquées sur des actes d'offense et qui ont des difficultés à avancer. Ça crée plein d'autres problèmes psychologiques. Pourquoi ne pas en parler à tout le monde? Et il y a des rituels liés à cela? Il y a des rituels aussi bien dans le cadre thérapeutique que des rituels dans le cadre social et familial que des communautés ont mis en place pour permettre aux gens de passer au pardon. D'accord. Voilà. Et donc, nous avons reçu quelques questions Tout pour à fait, vous. comme d'habitude. Alors, on y va avec la première question. Miss Michel Diabassou, psychologue clinicien à Diarawere, c'est à Paou, pardon. Quelle nuance faites-vous entre le pardon et l'excuse? Il faut tout simplement dire que beaucoup de personnes peuvent utiliser les deux expressions pour sembler dire la même chose. Mais en réalité, les excuses impliquent moins d'émotions que le pardon. Quand on dit pardon, on suppose qu'il y a une offense et qu'il pourrait avoir un désir de se venger, de revendiquer, de garder dans, de ne pas passer. Mais quand on parle d'excuses, il y a moins de charge émotive et il y a une implication des deux parties de façon active. Dans le quotidien, on peut faire des petites erreurs et demander des excuses à son collaborateur ou à son patron ou à son épouse. Donc, c'est un peu plus flexible que la question du pardon qui implique beaucoup plus d'émotions intérieures. Le pardon, c'est plus profond. C'est plus profond. Et ça implique forcément une offense, une trahison, un acte qui a touché véritablement l'intérieur de la personne. Toujours avec Michel Diabassou, quelles sont les conséquences du refus de pardonner sur l'offensé et son offenseur? Mais les deux ont des difficultés parce que la personne qui est offensée, si elle refuse de pardonner à la personne qui l'a offensée, c'est que cette personne reste dans le passé. Et quand on reste dans le passé, on développe plein de problèmes psychologiques, on peut déprimer, on peut avoir des idées noires. Qui c'est qui reste dans le passé? La personne qui est offensée. Parce qu'en réalité, on verra dans d'autres questions, certainement, le pardon va beaucoup plus alléger la personne qui est offensée. La personne à qui on a fait du mal. Quand on arrive à engager le processus du pardon, c'est lui qui va beaucoup plus se libérer des charges et avancer. Alors, donc, s'il y a un refus de pardon, les conséquences sur la personne à qui on a fait du mal, c'est qu'il est maintenu dans un passé. C'est qu'il va avoir de la méfiance vis-à-vis de la personne qui lui a fait du mal et d'autres personnes. C'est qu'il peut déprimer. C'est que ça peut ralentir beaucoup de dimensions de sa vie et ça peut créer également des problèmes organiques. D'accord. Oui. Alors, Doudoumen, à présent, non, Doudoune. Oh là là, j'écorche votre prénom. Désolé, Doudoune. Comment se pardonner à soi-même pour se libérer de la culpabilité? Il faut déjà commencer par nommer les émotions qu'on a. C'est-à-dire, on ne peut pas pardonner en l'air. On pardonne en ressentant des choses. On pardonne parce qu'on a perdu quelque chose, parce qu'il y a une situation. Alors bon, j'ai pardonné. On passe. C'est pas évident. Le pardon est un processus. Alors, comment se pardonner? Qu'est-ce qu'on s'est fait pour vouloir se pardonner? Donc, il ne faut pas aller très vite. C'est pas un coup de tête. Je me pardonne et j'avance. Non. Mais qu'est-ce qui est fait? Et qu'est-ce qui est ressenti? Est-ce de la honte? Est-ce de la colère? Est-ce de l'inquiétude? Et qu'est-ce qui est perdu? Des fois, vous subissez ou vous faites vous-même des choses, vous perdez de la valeur, vous perdez de l'argent, vous perdez de l'estime par rapport à l'autre. Donc, il faut nommer les ressentis, nommer également ce qui est perdu et pouvoir engager maintenant le processus du pardon. Quand on est bloqué, on peut demander de l'aide. Mais notre ami apporte un autre mot qui est très important, la culpabilité. La culpabilité est un sentiment intérieur qui charge la personne comme s'il était coupable de beaucoup de choses. La culpabilité, on peut l'observer chez certaines personnalités. Il n'y a rien de difficile qui est fait, mais les gens sentent une forte culpabilité. Donc, dans leur fonctionnement, même si c'est une petite erreur, ils ou elles ont du mal à avancer. Donc, c'est un fonctionnement individuel que les gens sentent beaucoup de culpabilité. Et il faut faire la différence entre la culpabilité qu'on sent et les actes qui se posent, qui pourraient demander du pardon. Donc, quand quelqu'un est très coupable, c'est tellement pesant sur la personne que c'est important de demander de l'aide. Parce que la culpabilité ralentit, la culpabilité dévalorise. On peut ne rien faire de mal
et se sentir quand même coupable. C'est un fonctionnement plus ou moins anormal sur lequel il faut demander de l'aide. D'accord. Seuls les spécialistes. Les spécialistes, seuls les psychologues, les gens qui sont dans l'écoute, ou quelquefois certains religieux peuvent aider les personnes à enlever une part de culpabilité pour se sentir beaucoup plus léger. Simplement. Oui. Ataou Yahaya, pouvez-vous nous expliquer ce qui pousse la personne à demander pardon après avoir réalisé qu'elle a fait du mal à une autre personne il y a longtemps? Je ne sais pas, je reprends la question. Oui, tout à fait. Pouvez-vous nous expliquer ce qui pousse la personne, ou peut-être une personne, à demander pardon après avoir réalisé qu'elle a tort il y a des années, quelque chose comme ça? D'accord, mais oui, on va essayer quand même de répondre. Qu'est-ce qui pousse une personne à demander pardon à l'autre des années plus tard? Des années plus tard. Il faut commencer par dire que les gens qui demandent pardon, et sincèrement pardon, sont des personnes intelligentes. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à demander pardon? C'est que cette personne est d'abord intelligente. Et alors, qu'est-ce qui peut amener concrètement à demander pardon? C'est un désir de renouer avec la personne, ou c'est un désir de se soigner soi-même. Quelquefois, il y a des actes qui sont commis ou qui sont faits et qui constituent des blocages dans la vie de l'autre. Donc, tant que ce n'est pas réglé, la personne peut être en difficulté émotionnelle, difficultés matérielles, problèmes dans le couple ou avec d'autres personnes, et sans le besoin de demander pardon pour avancer. C'est une sorte de libération. De libération, voilà, on se libère. Donc ça peut être un blocage important chez l'individu qui a offensé, et des années plus tard, il est amené à aller vers l'autre personne ou sa famille pour demander pardon. D'accord. Mais c'est déjà un acte très fort, c'est courageux que de demander pardon. Tout le monde ne le fait pas. Il y en a qui ne savent pas demander pardon. Ah ben oui, il y en a qui sont très bloqués. C'est une vertu. C'est une vertu, c'est de l'éducation. D'accord. C'est déjà à la petite enfance qu'on demande aux enfants de savoir demander pardon quand ils ont offensé, ou de savoir présenter les excuses quand ils sont en erreur. Donc c'est un acte éducatif déjà depuis la base, et c'est également la personnalité que l'individu a qui lui permet de pouvoir demander pardon ou non. Certains ne le feront jamais. Ananou Edwige, depuis Godomain, est-ce que taper une personne qui a offensé a un rituel de pardon? Ah ben oui, c'est une très belle question, parce qu'on suppose que quand on parle de pardon, c'est que on dit faire grâce, oublier la chose. Certains diront qu'on pardonne, on ne peut jamais oublier. Mais en réalité, quand on parle de pardon, c'est qu'on veut priver la personne d'une punition, d'une sanction. Donc je te pardonne, donc j'essaie de faire table rase de la situation. Mais attention, le pardon n'efface pas l'acte. On peut pardonner et tenir responsable quelqu'un d'un acte. Donc, le fait de punir, ça peut être une réponse éducative par rapport à un enfant ou à une situation où on veut faire comprendre une leçon à quelqu'un. Encore que dans certains rituels sociaux, dans certaines familles, il y a des rituels qui demandent de punir la personne physiquement pour pouvoir lui ôter un peu une erreur ou une charge qui est faite. Donc, ça dépend un peu des communautés et des dispositions éducatives qui sont en place. On peut pardonner quelqu'un et taper la personne. Comment on peut taper quelqu'un? Quand on parle de taper, c'est la chicotte, hein? Ah, mais oui, il y a des chicottes symboliques. Il y a des chicottes symboliques. Ah. Oui, on peut faire un peu du mal au corps pour faire souffrir la personne, pour pouvoir compenser un peu un acte qui n'est pas normal et qui est commis. Donc, il y a des rituels symboliques qui demandent de taper symboliquement. Pas de torturer la personne, pas de créer des sévices corporels, mais de permettre une certaine petite pénitence du corps pour accéder à l'acte du pardon. Et à un enfant, on peut punir l'enfant, on peut sanctionner l'enfant et le pardonner. D'accord. Oui. Léa Abikossi, depuis Dassa, faire un don à une personne peut-il l'aider à pardonner? Ça peut arriver qu'on fasse un don à quelqu'un pour lui demander véritablement pardon. Ce n'est pas le don qui vient faire le pardon, mais le don vient peut-être achever. Ça vient donner une certaine beauté à la chose. Ça vient faire un pas vers la réconciliation. C'est pas une certaine corruption? Non, le don peut être sincère. Le don peut être sincère. Peut-être que la personne sait que j'aime bien telle chose, et donc pour faciliter le pardon... il faudra faire attention à la manipulation. Oui, il y a des personnes qui ne sont pas sincères, en fait, oui. Et qui font des erreurs à répétition. Et qui pensent qu'avec une erreur, on ira donner une boisson. Il aime bien la bière, il aime bien un habit, il aime tel cheveu, il aime ci ou ça, donc je fais l'erreur, je donne. C'est de la manipulation, c'est une mauvaise relation humaine qui s'installe comme ça. Mais il y arrive des fois où, après un processus de pardon, les gens peuvent faire un don important ou un don symbolique pour dire véritablement, je voudrais qu'on se réconcilie. Ou même un manger
une convivialité. Des familles peuvent se réconcilier et après partager un repas ensemble. C'est un don. Le repas est un don. Ou donner quelque chose de matériel à la personne. Donc le don peut être un aboutissement d'un processus de pardon. D'accord. Oui. Et pour sonner aussi le nouveau départ. Tout à fait, pour engager une réconciliation. Voilà. Réconciliation. Oui. Boraïman, depuis Cotonou, commerçant de friperie, oui. Est-ce qu'un mari peut pardonner à une femme infidèle? Merci beaucoup, Bouraïman, pour cette question. Allez, je vois les hommes déjà dans la salle sourire. Il faut commencer par dire que l'adultère ou l'infidélité est un acte qui est anormal dans un engagement de couple. C'est en commençant par reconnaître le caractère anormal ou le caractère pas bien de l'acte que le processus de pardon peut être engagé. On n'oblige pas quelqu'un à pardonner. Donc, ce que Bouraïman dit, c'est un fait qui est anormal dans un engagement d'un couple, l'adultère, l'infidélité. Et c'est normal que Bouraïman se sente mal. Il faut reconnaître ses émotions d'abord. Et c'est normal qu'il se pose des questions. Mais je voudrais lui dire que tout acte peut être pardonné. Le pardon, c'est d'abord pour l'impardonnable. Tout acte commis peut être pardonné. Alors, mais le pardon ne vous oblige pas à rester dans l'offense. Vous pouvez engager un pardon, mais vous soustraire de l'offense si vous êtes en danger. Il peut arriver que quelqu'un vous fasse quelque chose, mais vous met en danger de façon continue. Vous avez la possibilité ou la capacité mentale de vous retirer de l'offense et même de la personne, de vous distancer tout en engageant un pardon. Une sorte de protection. C'est comme de protection de soi, de l'individu et de l'autre personne. Donc, ça peut arriver qu'une femme soit infidèle et que son mari en discute avec elle et passe au pardon et les deux repassent sur de bonnes bases. Comme ça peut arriver que les deux se rendent compte que ce sentiment qui est là n'est plus vraiment ce que ça doit être au départ. Il y a une trahison, nous nous pardonnons, mais nous nous séparons. Donc, le pardon est important et possible dans tous les cas de figure, mais ça n'empêche pas de continuer à rester avec le danger ou l'offenseur. D'accord. Oui. Allez, Samuel Adé, médecin chirurgien depuis le Canada, une personne qui ne demande pas pardon après une grande faute, est-ce qu'il y a une thérapie ou un rituel religieux pour pardonner? Alors, donc, ça voudra dire que c'est la personne qui est offensée qui est en train de poser la question, puisque la personne qui a fait du mal refuse de demander pardon. Donc, déjà, il y a un problème d'éducation à son niveau. Vous avez fait mal à quelqu'un et vous refusez de demander pardon. Soit c'est un problème d'éducation, soit c'est un problème de personnalité. Il n'a pas appris à demander pardon. Donc, du coup, il est dans son monde à lui, tout va bien, tout évolue bien. La personnalité, il y en a certains qui ont du mal à se rabaisser un peu ou à développer l'intelligence qui va vers l'autre. Il y a des personnalités des fois antisociales, il y a des personnalités paranoïaques des fois qui sont un peu plus dans la revendication ou des gens qui sont un peu trop obsessionnels. Ils pensent qu'ils sont parfaits, ils pensent qu'ils sont si, donc ils ont du mal à rabaisser un peu pour aller demander pardon. Donc, si on est devant de tels cas, mais que faire? Puisqu'en réalité, le pardon libère plus la personne qui est offensée que la personne qui a offensé. Donc, c'est vrai, s'il y a des rituels d'un point de vue familial pour le faire, il faut le faire. Si en religion, il y a une manière d'aller se confier, il faut le faire. S'il y a un psychologue qui est à côté, il ne faut pas hésiter à consulter. Il y a une manière pour les psychologues de tenir la main des gens et d'engager le processus du pardon, même si la personne est décédée. Même si la personne refuse de reconnaître ses erreurs. Donc, il faut aider la personne en thérapie à nommer déjà les émotions. Est-ce la honte? Est-ce la colère? Est-ce la tristesse? Est-ce d'autres formes d'émotions? Et de l'aider ensuite à nommer les dommages. Parce que l'acte qui est commis a créé forcément des dommages, des pertes. Donc de quantifier un peu les dommages et de l'aider maintenant à voir comment on peut réparer. Qui peut réparer? Indirectement ou directement. Est-ce qu'on peut réparer en cabinet psychologique ou est-ce qu'on peut réparer en famille? Est-ce qu'on peut réparer en société? Donc il faut engager les réparations et plus tard de l'aider maintenant à créer l'empathie. Il y a une étape du processus du pardon qui demande que la personne à qui on a fait du mal ressente de l'empathie pour la personne qui l'a offensé. C'est une dimension très élevée. Donc, il devient un peu responsable de la situation. Il se met un peu à la place de la personne qui lui a fait du mal et il sent qu'en réalité, eux tous ont contribué à quelque chose. Donc, il a une sensibilité qui est développée et qui le libère du fardeau. Et après, il pourra tout doucement passer véritablement à un pardon et évoluer, sinon il sera bloqué dans le passé. Lucrèce Afouda, c'est la dernière question. Elle est esthéticienne depuis Parakou. Je n'arrive pas à demander pardon, conseillez-moi. Je me sens hyper lourde. Soit il est timide ou elle est timide. Il y a des gens qui ont la demande du pardon dans leur gorge comme ça.
est un peu comme si on trouve un bon repas, on n'arrive pas à dire mais que c'est mignon ou que c'est bon, que j'ai envie de manger. Il y a des gens qui ont bien faim, mais le repas est à côté, ils ont du mal à toucher. C'est comme ça, pour certaines personnes, le désir de demander pardon peut être là. Mais la timidité, voilà. Non, mais pas seulement la timidité. Ce n'est que facteur, il y a d'autres, évidemment. La timidité, il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil, il y a la complexité aussi. On n'est pas libre. Il y a un orgueil qui est là, mais qui est un orgueil qui est caché par un sentiment d'infériorité. Quelqu'un qui a de la hauteur a de la possibilité de dire « je vous présente mes excuses ». Je vous demande pardon. C'est si beau de le faire. Mais c'est les gens qui sont plutôt complexés, mais qui pensent qu'ils sont des fois supérieurs, qui ont du mal à se rabaisser un peu et à aller vers l'autre. Soit c'est la timidité, soit comme vous le dites, il y a une forme d'orgueil qui est là, soit l'acte n'est pas très clair. La personne peut se dire plutôt que c'est elle qui est victime. Et que c'est les autres personnes qui sont également des personnes qui sont auteurs. Donc, il y a une déformation dans la conception de ce qui est arrivé où on peut projeter l'erreur sur l'environnement pour dire, mais en réalité, je suis en retard parce que le portail n'était pas bien ouvert. Parce que. Donc, on se déresponsabilise et du coup, on a du mal à engager le processus de demande de pardon. Il faut se revoir pour vraiment demander pardon. Le pardon libère. Oui, franchement, ça libère. Il ne sert à rien de ruminer des choses. C'est ça. Ouais. Quelqu'un vous a fait du mal, vous n'êtes pas content, dites-le lui. Tout simplement. Vous communiquez, vous vous entendez, vous avancez. Il y en a qui ne décolèrent pas. Il y en a qui encaissent, qui ne savent même pas déjà exprimer et après, ça va exploser. Ça explose. Voilà. C'est de la rancune ou c'est plein de choses à l'intérieur. Les gens ont montré aujourd'hui que beaucoup de cancers ont leur origine, leur jeunesse dans des émotions très difficiles. De plus en plus, les scientifiques ont montré qu'il y a beaucoup de maladies organiques et la plupart des cancers vont faire le lit chez des personnes qui ont des émotions compliquées, dont le manque de pardon. Et là aussi, bien les scientifiques que les psychologues ont fait des recherches très intéressantes sur cette question. Donc, il est important de pardonner pour ne pas faire multiplier des choses négatives en soi, de s'en libérer pour vivre longtemps et mieux. Et voilà, on est sous stress souvent. Hein. Quand on refuse de pardonner, on est stressé, on est angoissé. On est méfiant. On est méfiant. On est réduit. Voilà, c'est ça. Qui vous empêchent de vivre finalement, qui vous empêchent d'avancer. Oui. Et ils sont là pour ça. Les fait. Spécialistes, les psychologues. Oui. C'est notre spécialiste, pas ici. Merci notre beaucoup, psychologue Rachidat. ici. Oui. Et donc, vous pouvez lui poser toutes les questions qu'il faut. Elle vous répondra. On rappelle le numéro, c'est le 63 98 20 84. 63 98 20 24 84 pardon, vous posez toutes les questions. Nous sommes assez ouverts. Tous les vendredis, il y a un thème et en fonction du thème, vous avez la possibilité de poser des questions, tout simplement. Merci Sebredé. C'est plutôt moi, c'est un plaisir. Vous ne m'avez rien fait moi, donc j'ai pas à vous demander pardon. C'est pareil, et vous n'avez pas à me pardonner aussi. Ce qui est sûr, on collabore, vous et nous, en bonne intelligence, c'est une belle collaboration. Mais des fois, on se présente des excuses. De temps en temps. Merci Sebredé. C'est plutôt avec nous pour le débat. Le débat, c'est dans un instant. Mais avant, même pas avant, j'allais dire, il y a dans ce studio, il y a pas mal de monde. Restez avec nous juste après le débat. Ça va cartonner. Il y aura du rythme, il y aura de l'ambiance, il y aura du mouvement par ici.